Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un immense plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches sur la 98.7 Océan FM à partir de 13h pour traiter, décortiquer et analyser en profondeur l'actualité politique ou les faits saillants de l'actualité politique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Ibrahim Mbodj, analyste politique. Bonjour, M. Mbodj. Bonjour, M. Abdou Diouf. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Ok, je vous passe la parole. Vous saluez nos chers auditeurs qui nous écoutent tous les dimanches à partir de 13h sur la 98.7. Ok, d'accord. Donc, bonjour à tous les auditeurs de Océan FM 98.7. Heureux de vous retrouver dans l'émission que nous partageons avec M. Abdou Diouf, journaliste très talentueux. Merci. Le dimanche à partir de 13h. Donc, on est là pour essayer de décortiquer l'actualité, les faits saillants de l'actualité durant toute la semaine, ce qui s'est réellement passé, nos opinions, nos analyses, ce qu'on croit savoir éventuellement. Donc, grosso modo, on va essayer de faire une analyse objective de toute l'actualité durant la semaine passée. À la présentation de cette émission, Abdou Diouf, et la partie technique est assurée par le jeune Serigne Saliou, le petit technicien. Alors, M. Mbodj, on va faire focus sur les élections législatives organisées récemment, c'est-à-dire le 17 novembre 2024. Les élections se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. Mais avant même le jour du vote, en période de campagne, on a assisté à des scènes de violence qui ont fait peur. Alors, quelles sont les analyses que vous faites sur ces pratiques malsaines et décriées par tout le monde? En fait, la violence a toujours émaillé pratiquement l'histoire politique sénégalaise. Donc quand on parle de violence, il ne faut pas pointer du doigt ceux qui viennent de nous joindre actuellement dans la scène politique. Si je dis ceux qui viennent de nous joindre dans la scène politique, parce qu'il y en a qui pointent du doigt, par exemple, le passé pour dire que, depuis l'irruption du PASTEF dans la scène politique sénégalaise, il y a trop de violence. Ce qui est archi faux quand même. Je ne partage pas cette opinion, je ne partage pas cet avis. Parce que la violence a toujours émaillé la vie politique sénégalaise. Depuis toujours. Avant les indépendances, après les indépendances, au milieu des indépendances, depuis l'avènement de Wade jusqu'à Macky Sall, jusqu'à maintenant le PASTEF, la violence a toujours émaillé l'histoire politique sénégalaise. Mais la violence est à bannir sous toutes ses formes. Parce que la violence, franchement, c'est pas bien. Nous, Sénégalais, ce qu'on souhaiterait, franchement, l'argument de la force, mais pas la force de l'argument, mais pas l'argument de la force. Tout à fait. On a besoin vraiment de débats civilisés qui nous parlent, par exemple, de ce qu'on propose comme alternative. C'est exactement ça. Là où on attendait beaucoup de leaders, c'était un débat d'idées claires, des présentations de programmes, des propositions de changement, de paradigme. Alors, au finish, beaucoup de leaders politiques ont failli sur ce côté-là. Finalement, ils ont pollué l'atmosphère. Parce que moi, j'ai écouté quelques leaders politiques. Mais franchement, j'étais déçu, pour ne pas citer de nom. Tout à fait. Quand je ne peux pas concevoir un leader politique, quelqu'un qui aspire à diriger un pays, qui dit que moi je veux diriger ce pays-là dans un avenir proche, et quand on te donne l'opportunité vraiment d'aller concourir au suffrage des Sénégalais, expliquer les Sénégalais, expliciter les Sénégalais, essayer de convaincre les Sénégalais ce que vous proposez aux Sénégalais comme alternative, comme mode de gouvernance, comme vraiment manière de sortir les Sénégalais de tout ce qui est de l'ornière, tout ce qui est
problèmes, tout ce qui est difficulté, manque de solutions, etc. etc. Donc, nous, ce qu'on propose, nous, ce qu'on veut, c'est des propositions. Des propositions alternatives, des propositions dignes de ce nom, là où tous les Sénégalais vont s'y retrouver. À la limite, c'est des invectives, c'est des injures, c'est des moi je suis plus fort, je suis armé, quand tu viens chez moi, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Franchement, ça n'honore pas la démocratie sénégalaise. Désolé, quoi. Et pourtant, un leader a sillonné presque tout le Sénégal. Il s'agit de Ousmane Sonko, il faut le nommer. Au moment où certains leaders sont restés à Dakar pour faire des points de presse, envahir les plateaux de télévision et proférer des insultes et des menaces, il a pris le courage à 2 mains et aller dans le Sénégal des profondeurs pour expliquer son programme, le référentiel Sénégal 2050. Alors, vu les résultats, n'est-ce pas, ça a payé. Tout à fait. Moi, j'étais vraiment sceptique quand j'ai entendu un leader politique, pour nommer Barthélémy Diaz, dans une chaîne de télévision, dans un plateau de télé où il a été l'invité. Quand le présentateur lui a posé la question à savoir quand est-ce que vous allez vous rendre au sud du pays, il lui a clairement dit que non, nous n'allons pas le rendre au sud du pays parce que nous n'avons pas les moyens de s'y rendre. Ça veut tout dire. Ouais. Vous voulez briguer les suffrages des Sénégalais. Vous voulez diriger les Sénégalais. Vous avez une alternative, un projet pour les Sénégalais. Et vous n'êtes même pas en mesure capable de matérialiser tout cela. C'est-à-dire aller vers les Sénégalais. Parce que la politique, mais quand on veut, qui veut ménager loin, qui veut aller loin, ménage sa monture. Tout à fait. Quand on veut diriger un pays, mais il faut se donner les moyens. Tout à fait. Vous ne vous donnez même pas les moyens matériels d'aller vers les Sénégalais, les expliciter, essayer de les convaincre, essayer de les expliquer le pourquoi vous devez nous confier la gestion de ce pays-là. Vous n'êtes même pas en mesure de faire cela et vous restez à Dakar, comme vous venez de le dire, vous allez dans les plateaux de télévision, vous tympanisez les gens, vous insultez, vous invectivez, vous ne proposez rien, pratiquement rien d'utile, à part organiser des points de presse. Tout à fait. Parce que j'ai entendu un grand monsieur, je crois, c'est un journaliste ou un chronique, je crois, non, il est de la société civile. Juste après les élections, on lui a posé la question, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait des résultats. Il a dit, pour nos hommes politiques, d'abord je commence par Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz gagnerait à étoffer son discours intellectuel. Ça c'est important. Ça c'est très important. Tout à fait. Voilà quelqu'un qui dit que je veux diriger les Sénégalais. Il n'est même pas incapable d'élever sa conscience, d'élever son niveau de débat, proposer, donner des solutions, essayer d'argumenter. À la limite, c'est des mots pour ne pas les citer. Franchement, c'est décevant. Tout à fait. Alors, peut-on dire que les coalitions n'ont pas de programme à présenter aux Sénégalais? Moi, je pense que les coalitions-là, peut-être qu'ils ont des programmes, mais ils ont été piégés. Comment ils ont été piégés? Au lieu de parler de programmes, au lieu d'aller voir les Sénégalais, essayer vraiment de bien convaincre les Sénégalais, ils se sont focalisés sur la personne de Ousmane Sonko. Tout à fait. Ils ont passé tout leur temps à tirer sur Ousmane Sonko. C'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un incompétent. Mais ça, c'est pas ça la question. C'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un incompétent. Vous, à la place, qu'est-ce que vous proposez? Dites ce que vous proposez à la place. Essayez de convaincre les Sénégalais que ce monsieur-là, à qui vous avez vraiment, à qui vous aviez fait confiance le 24 mars, par l'intermédiaire du président Bassirou Diomaye Faye, mais ces gars-là, c'est des incompétents. Ces gars-là, c'est des manipulateurs. Ces gars-là ne peuvent rien faire pour faire avancer le pays. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Mais à la limite, vous devez proposer au moins quelque chose. Mais pas parler pour ne rien dire, parler pour tirer une seule personne, passer à longueur de journée, dire que c'est un menteur, c'est un tricheur. Non, c'est pas comme ça quand même. Il faut être convaincant. La politique, c'est l'art de convaincre. L'art de gérer la cité. Mais il faut convaincre pour qu'on te donne les moyens de gérer la cité. Tout à fait. Alors, on a même vu des leaders politiques accompagnés par des insulteurs publics. Alors, est-ce que ça fait l'image de quelqu'un qui veut diriger, d'un leader modèle? Ça, je l'ai déjà dit rapidement à la question, parce que moi, je ne peux pas concevoir
quelqu'un qui se dit prêt à diriger ce pays, quelqu'un se dit prêt à vraiment créer créer la rupture avec le passé, avec tout ce qui s'était jusque-là passé, donc proposer des Sénégalais des choses vraiment beaucoup plus intéressantes. Et à la limite, qu'est-ce que vous proposez aux Sénégalais? Mais c'est des injures. Vous allez dans les plateaux, au niveau des plateaux de télévision, avec vos amis, vous ne proposez rien, pratiquement rien, sauf nous sommes les plus forts, nous sommes les plus courageux, nous sommes les plus... Franchement, bon, je ne sais pas comment expliquer, mais à la limite, c'est des discours creux, quoi, vite, quoi. Tout à fait. Nul, à la limite. Et ça, les Sénégalais ont pris note. C'est pour cela qu'ils ont été sanctionnés. Ouais. Les Sénégalais ont été sanctionnés. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus fait mal, c'est la coalition Sàmm Sa Kàddu. Franchement, j'ai été déçu d'entendre qu'ils ont eu juste 3 députés. Franchement, à la limite, c'est du dégoût, quoi. Parce que je croyais Sàmm Sa Kàddu bien au-delà de 3 députés, quand même. Tout à fait. Avec tous ces leaders-là, quand même. Honnêtement, Sàmm Sa Kàddu devrait avoir au minimum 20 députés. Et leur résultat, je pense que c'est une bonne leçon pour le comportement, pour la physionomie qu'ils ont montré durant la campagne électorale. Non, tu sais, Sàmm Sa Kàddu, ils ont fait une erreur. J'ai dit tout à l'heure qu'ils ont passé tout leur temps à tirer sur M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Pire encore, Sàmm Sa Kàddu, voilà des leaders. De grands Michel, il y a de grands Michel là-bas. Tout à fait. Qui refusent de prendre les responsabilités. Ils mettent en avant un monsieur qui s'appelle Barthélémy Dias. Quelqu'un qui, à la limite, qui est nul, qui ne peut pas s'adresser aux populations, qui ne sait pas comment parler aux gens, qui ne sait pas comment formuler certaines propositions aux gens. Tout ce qu'il a comme vraiment qualité, c'est des injures. Et les Sénégalais ne veulent pas de ça. Les Sénégalais, ils veulent couper avec la politique d'avant. C'est-à-dire que la rupture dont on parle là, concernant le projet passé, les Sénégalais veulent opérer une rupture radicale dans tous les domaines. Quand on veut faire de la politique et on veut réussir en politique, il faut faire des propositions alternatives, convaincantes, vraiment. Proposer aux Sénégalais, moi, quand j'accepte à la magistrature, quand vous me donneriez, voilà ce que je ferai concernant l'éducation, voilà les réponses que j'apporterai concernant la santé, etc. C'est ce genre de politique-là que les Sénégalais veulent actuellement. Ne pas passer son temps à palabrer. Alors, revenons un peu sur le pléthore de listes mises en jeu. Est-ce que c'était normal d'avoir toutes ces listes-là qui sont au nombre de 41 Voilà. Est-ce que c'était une logique d'avoir ces 41 listes-là? Non seulement ce n'est pas une logique, mais moi je pense qu'à partir de cette date, on doit en tout cas tirer toutes les conséquences. Désormais, pour moi, en fait, je formule un souhait. C'est un souhait que je formule. Désormais, normalement, ces histoires de partis politiques ou de mouvements-là, il va falloir les casser. Non seulement les casser, mais les organiser davantage. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Vous tympanisez les gens. D'abord, vous payez 15 millions de francs CFA. On vous donne une antenne, un temps d'antenne au niveau de la télévision nationale. Vous devez aller recourir au suffrage des Sénégalais, ce que vous ne faites pas. Le jour du scrutin, il n'y a même pas de représentants pour ces listes-là. Apparemment, pour les 41 listes, seuls les 5 ou les 6 ou les 7 avaient des représentants au niveau des bureaux de vote. Ce qui est tout sauf sérieux. Ça veut dire que ce qu'ils font là, ça ne les intéresse même pas. Alors moi, je me demande la question là à savoir, mais finalement, ces gens-là, ils sont animés par quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Tout à fait. Désormais, on devrait dire, si un parti, ou un mouvement, ou un groupe de partis, ou une coalition de partis, conclut au suffrage des Sénégalais, si vous n'arrivez pas à avoir 5%, on va dissoudre ce parti. Ce parti-là. C'est ce qui est normal. Donc beaucoup vont disparaître parce que mais c'est normal. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas eu un député. Un parti qui ne va jamais aux élections.
qui est toujours là, qui se cache derrière une soit coalition ou bien intercoalition, qui n'est même pas capable d'avoir 2 à 3%. Mais ça, c'est pas un parti. Tout à fait. Il faut dissoudre ces partis-là. Quand on dissout 15 partis, sur ces 15 partis-là, on peut les regrouper pour en faire un grand parti. Tout à fait. Vous ne pensez pas que c'est plus logique? Ouais. Moi, je crois en tout cas c'est plus logique. On dissout 15 partis, on en fait un parti. Alors, la particularité de ces élections sont la présentation des secteurs, la présence, des secteurs d'activité. Alors, qui se sont présentés. On peut en citer des exemples. Grâce le grand rassemblement pour les artisans, il y a aussi les agriculteurs, les nationalistes, le secteur privé. Ça, c'est une nouveauté dans le landerneau politique sénégalais. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ça, pour moi, c'est une bonne chose quand même. Pour moi, vraiment, les 2 étoiles, les 2, franchement, comment dire encore, pour reprendre un peu le langage un peu sportif là, pour moi, les 2 vedettes de ces élections-là, c'est les nationalistes, Tahirou Sarr, et surtout le monsieur, l'homme d'affaires, comment dire encore, Sylla. Oui. Pour moi, vraiment, sont les deux, en tout cas, sont les 2, comment dire, j'ai un peu surprise. Sont les 2 surprises, en tout cas, de ces élections-là. Et pour moi, à l'avenir, il faudra contrer avec ces gens. Parce que Tahirou Sarr, son discours-là, c'est un discours qui a eu écho au niveau des Sénégalais. Qui a fait effet. Oui, c'est un discours. Au moins, il a eu un député. Ouais. Alors, donc, ça a fait Ça veut dire que les Sénégalais. Exactement, les Sénégalais sont intéressés par ces propos. L'ont bien écouté. Et les Sénégalais l'ont bien écouté. Tout à fait. Je crois que, franchement, lui, s'il continue dans cette lancée-là, il y a de fortes chances qu'il puisse percer en politique. Hein. Tout à fait. Il y a de fortes chances. Et l'homme d'affaires aussi, Abdoulaye Sylla. Oui, Abdoulaye Sylla. Je crois bien que lui aussi, peut-être à travers ces déconvenus-là. Non seulement ces déconvenus, mais sûrement il a quelques, disons, sympathisants, sûrement quelque part dans certaines sphères comme Touba, comme Diourbel. Et il fait du social, hein? Beaucoup de social. Ouais, il fait du social. Beaucoup de social. Tout à fait. C'est pour cela aussi que ça a payé, quoi. Et s'il continue sur cette lancée-là, aller s'expliquer, aller parler aux Sénégalais, essayer de les convaincre. Il peut faire mal à l'avenir. Alors, ces secteurs d'activité n'ont pas eu gain de cause dans leur politique, sauf peut-être le cas de Abdoulaye Sylla et le cas de Tahirou Sarr. Mais tous les autres secteurs d'activité, les artisans, les agriculteurs, alors, ça n'a rien donné, quoi. Ça n'a rien donné. Non, même pas eu un député. Un seul député. Bon, j'ai entendu quelque part, il y a un certain... Alors, l'échec est dû principalement à quoi, selon vous? Peut-être qu'ils ont mal abordé les sujets, ils ont mal abordé leur campagne, peut-être. Ils ne sont pas allés là où ils devraient aller. Ouais. Tout ça, c'est des raisons valables qu'on peut l'expliquer comme ça. Est-ce que leur message est bien perçu ou bien les Le message n'est pas passé aussi. Le message aussi n'est pas passé. Aussi timide. Mais est-ce il y a un manque de moyens. Oui, il y a un manque de moyens. Mais également, est-ce que les Sénégalais, jusqu'à présent également, aiment beaucoup plus les politiciens que ces genres en fait, c'est pas facile de faire la politique au Sénégal. Voilà, c'est ça. Parce que de faire la politique au Sénégal. Parce que la politique s'est ancrée dans nos mœurs depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, et il faut du temps pour que ces genres de mouvements-là, alors il faut qu'ils s'imposent. Il faut qu'ils s'imposent, qu'ils aillent après les élections, ne pas attendre le moment des élections simplement pour aller s'expliquer devant les Sénégalais. Alors c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire pour pouvoir au moins gagner la confiance des Sénégalais. Ça c'est sûr. Voilà, ça c'est important et c'est pas facile, mais il faut le faire. Ouais, alors revenons un peu sur l'organisation du scrutin. Nous avons assisté à des élections anticipées. Et pratiquement, il n'y a pas eu de faille dans l'organisation. Quelle appréciation faites-vous sur
de manière générale, c'est notre En fait, administration. concernant l'administration des élections, ou bien l'organisation des élections, franchement, le ministre de l'Intérieur, le général Tine, on lui tire un grand chapeau. Ses services aussi, à savoir la direction générale des élections, l'organisation matérielle, technique et tout, ils ont fait vraiment un boulot Impeccable. de titan, quoi. Titan. Un travail d'orfèvre, quoi, comme on dit. Franchement, on le tire un grand chapeau. Il n'y a pas de contestation majeure, à part quelques incidents mineurs. Et bon, c'est tout à fait normal. Parce qu'il n'y a pas une seule chose parfaite au monde. Tout à fait. La chose parfaite n'existe pas ici-bas. Donc, à part quelques incidents mineurs, où j'ai entendu des candidats dire que, par exemple, dans tel bureau de vote, ils ont mal déposé mes bulletins, les photos n'étaient pas trop transparentes, etc. À part ces quelques détails-là, franchement, tout est OK. De manière générale. Chapeau à l'organisation, aussi bien matériel, technique, etc. Okay. Donc on leur tire un grand chapeau pour une première fois et des élections vraiment anticipées. Ils ont tiré leur épingle du jeu. Tout à fait. Alors le côté sécurité également a été assuré. Toutes les dispositions sécuritaires ont été mises en place pour pallier à toute éventualité. Du début jusqu'à la fin, d'amont en aval. Depuis la veille des élections où j'ai vu le général Tine faire le tour des bureaux de vote avec les autorités administratives pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, des préparatifs, ce qu'il y a comme manquement et tout. Depuis ce jour, depuis l'amont jusqu'en aval, vraiment rien n'a été laissé au hasard pour une bonne organisation des élections. Et franchement, Dieu soit loué. Tout s'est très bien passé, donc alhamdoulilah, quoi. Ok. Alors venons-en aux résultats. Les résultats publiés, les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes confirment largement la victoire de PASTEF. Le parti au pouvoir décroche 130 sièges sur les 165 disponibles. Est-ce que cela ne confirme pas le vent du changement qui continue à souffler pour Ousmane Sonko et le PASTEF? En fait, moi, franchement, ces résultats-là ne me surprennent pas. Pour moi, franchement, je m'y attendais, quoi. Je l'avais prédit. J'avais dit, après l'élection présidentielle, que les élections législatives-là risquent d'être le deuxième tour de l'élection présidentielle. Pourquoi vous l'aviez dit là? Parce que d'habitude, connaissant la sociologie des Sénégalais, les Sénégalais en général, quand ils élisent un pouvoir, ils ont tendance à lui conférer une majorité pratiquement confortable. À l'accompagner. Pour l'accompagner à dérouler ses politiques. Ses politiques, tout à fait. On ne peut pas donner à quelqu'un, par exemple, la présidence de la République et donner à l'opposition la majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de sens. Ça risque de constituer un blocage. Tout à fait. Et puis nous, au Sénégal, on n'est pas encore arrivé à ce degré de maturité démocratique. Les Sénégalais ne sont pas encore arrivés à ce stade de maturité démocratique où on donne à l'opposition la majorité et que ça constitue un équilibre entre les deux pouvoirs. Non, les Sénégalais, franchement, je suis désolé, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade de maturité démocratique. Il vaut mieux donner au parti au pouvoir la majorité. Maintenant, quand on vous donne la majorité, maintenant, là, vous déroulez, quoi. Là, vous êtes obligé de monter ce dont vous êtes capable quand même. Mais maintenant, si c'est positif, on vous sanctionne positivement. Si c'est le contraire, on vous sanctionne négativement. Tout à fait. Donc, c'est ce qui est logique, quoi. D'ailleurs, si on en arrivait à cette maturité-là, alors je pense que l'Assemblée nationale ne serait pas dissoute. Non. Parce que maintenant, il fallait expérimenter. Est-ce qu'il ne fallait pas expérimenter ça? Vous m'excusez, j'ai entendu même Barthélémy Diaz dans ses propos, dans un plateau de télévision, dire que si nous parvenons à obtenir la majorité, on va bloquer l'Assemblée. Et ça, c'est grave. C'est un aveu de taille. Ça, c'est un aveu de taille. Mais ça, c'est un aveu de taille. Tout à fait. Si on vous donne la majorité, vous allez bloquer l'Assemblée. Je pense que là, il a été mal conseillé. Non, mais ce cas-là, il est nul. Oui.
Il a été mal conseillé. On ne dit pas ça, on ne doit pas s'adresser ces genres de paroles-là à un peuple mûr, un peuple qui mature, te regarde, qui t'écoute. qui te regarde, voilà. Et là, vraiment, les gens ont... Mais ce gars-là, il est en train de montrer exactement une déception, ce qu'il pense. Ce qu'il pense. Voilà. Donc, et voilà les résultats. Alors, revenons sur les grands perdants de ces élections législatives anticipées. Pape Djibril Fall, Bougane Gueye Dany, Thierno et Thierno Bocoum. Ce sont les trois grands perdants. Hein. Ouais. Et le PUR. Et le PUR également. Et le PUR. On reviendra sur le PUR. Pourquoi le PUR? Pourquoi le PUR également fait partie des grands perdants? Parce que le PUR, vraiment, avait, avec la 14e législature, il avait au moins 3 députés. Non, plus de 3 députés. Plus de 3 députés. Mais là, il se retrouve avec un seul député. Mais, tu sais, les 3 députés, si vous analysez, logiquement, je dis, si vous analysez logiquement, ce sont les militants du PUR qui ont voté pour ces 3 députés-là pour se retrouver avec un seul député. Donc, finalement, c'est le PUR qui a élu ces députés-là. Aussi bien Anta Babacar Ngom que l'autre là. Ouais. Le PUR, s'il était parti seul, aurait au moins 7 députés. Pourrait avoir en tout cas 7 députés. Tout à fait. Donc le PUR, c'est le grand perdant, c'est le PUR. Donc le choix a été mal fait. Non, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Comment se fait-il que le PUR, un grand parti, même si, bon, à connotation religieuse, se permet d'avoir comme tête de liste Barthélémy Diaz? Mais ça n'a pas de sens. Mais Barthélémy Diaz n'a même pas de parti. Il n'a même pas de parti. Barthélémy Diaz n'est jamais allé aux élections. Jamais. Dites-moi la première fois que Barthélémy Diaz est allé aux élections avec son nom, son parti ou bien son mouvement. Ça n'existe pas. Tout à fait. Et Barthélémy Diaz vient, vous le mettez tête de liste. En tant que le PUR qui est un parti. Un certain Barthélémy Diaz tête de liste. Mais ça n'a pas de sens. Mais est-ce que réellement, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces politiciens-là? Ça dit que... Est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils mettent ils expérimentent des thèses, voilà, essayer de voir... Ils n'expérimentent rien du tout. Ils jouent sur les noms. Ils jouent sur les noms. Barthélémy Diaz, insulteur, maire de Dakar, voilà. Mais Barthélémy Diaz n'a pas une base politique au niveau national. Et il n'a même pas l'étoffe d'un leader. C'est pas un leader, Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz, c'est pas un leader. Barthélémy Diaz, c'est pas un leader. À la limite, Barthélémy Diaz, il est actuellement au niveau de Abbas Fall. C'est pas un leader. Tout à fait. Barthélémy Diaz, il est au niveau de Abbas Fall. C'est pas un leader. Ou bien, même s'il est leader, c'est un leader de seconde zone. De seconde zone, tout à fait. Bon, mais c'est pas... Mais il s'est imposé à un certain moment sur le paysage politique sénégalais. Non, il ne s'est pas imposé du tout. C'est la Sonko Mania qui a fait que Barthélémy Diaz, qui a donné une chance à Barthélémy Diaz. La Sonko Mania. Parce que du temps de Yewwi Askan Wi, Sonko a proposé Barthélémy Diaz. Il paraît même que Khalifa Sall avait refusé. Mais Sonko l'a imposé par force. Il dit que non, c'est ça. Barthélémy Diaz est le candidat de Yewwi Askan Wi au niveau de la mairie de Dakar. Et ça a marché. Mais Barthélémy Diaz à lui seul. Voilà. Alors, c'est quoi le différent, réellement le différent entre Sonko et Barthélémy Diaz? Le Sonko, c'est un leader. Parce qu'ils étaient des amis. Ils étaient des amis dans Yewwi Askan Wi. Sonko, et Sonko l'a soutenu pendant longtemps. Oui, des moments. Mais à un certain moment, on a constaté que... Le divorce est consommé. Ça, c'est normal. Et Barthélémy Diaz était beaucoup plus proche que Macky Sall. Il a abandonné Ousmane Sonko, il s'est rangé du côté du président Macky Sall. Parce que moi, est-ce que c'est pas ça le véritable problème? Moi, j'ai entendu des seconds couteaux de Sonko dire que ce gars-là, c'est un traître. Moi, je l'ai entendu. Moi, j'ai entendu des gars comme Fadilou Keïta, comme Abbas dire que M. Ousmane Sonko, vous ne connaissez pas ce gars-là, ce M. Barthélémy Diaz-là. C'est un traître.
il est en train de forniquer avec Macky Sall. Ça, je l'ai entendu. Tout à fait. Tu sais, la rupture, elle est consommée, hein, entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, c'est fini. Ils ne seront plus ensemble. Plus ensemble. Le PASTEF n'aura plus jamais confiance à Barthélémy Diaz. Ça, c'est clair. C'est ce que les Wolofs disent. C'est fini. Et Barthélémy Diaz. Ça, ce n'est que le début. Hein. Ça, c'est le début de la fin pour lui. Ça risque la mairie de Dakar. Tu sais, ils vont le dépouiller. Parce qu'il a été même désavoué sur sa base politique. Même dans son bureau de vote. Là où il gagnait, même dans son propre bureau de vote. On a constaté qu'il a complètement perdu. Même dans son propre bureau de vote, Barthélémy Diaz a été laminé par le PASTEF. Ok. Alors, et ça, c'est des signes de déclin. Barthélémy Diaz, regarde Barthélémy Diaz, depuis ce jour-là, tu l'as entendu? Il n'a pas fait de déclaration. Ça fait très mal, hein? Il n'a pas pipé mot. Lui, Barthélémy Diaz. Surtout sur sa base politique. Mais je te dis que dans son propre bureau, il a été bâti dans son propre bureau de vote par le passé. Ça c'est un aveu d'impuissance. Ça veut dire que ni toi, tu n'as plus droit à la parole ni au chapitre. Tout à fait. Tu dois te taire maintenant. Tout à fait. Parce que tu as fait les grands plateaux pour dire que non, moi j'ai gagné Dakar grâce à ma magnanimité. À ma manière. Grâce à mon génie politique. Il fallait confirmer. Maintenant, le peuple a tranché. C'est grâce à la baraka de Sonko. Que vous êtes devenu maire. Et ça, c'est là, maintenant, c'est clair. Et ça, c'est vérifiable. Hein. C'est clair maintenant. C'est clair. C'est grâce à la baraka de Sonko. Pour le cas de Abdou Mbow, il est out. Abdou Mbow. 9e sur la liste nationale de l'intercoalition Takowal. C'est ton homonyme. Abdou Mbow, ça, c'est pas un leader politique. Abdou Mbow, c'est juste un larmin. Bon, c'est Macky Sall qui a voulu lui donner un coup de pouce, point final, c'est tout. Mais Abdou Mbow, il n'a jamais gagné un seul bureau de vote dans sa carrière politique. Abdou Mbow, c'est pas un homme politique de renom. Non, Abdou Mbow, je peux le défier. Je peux faire mieux qu'Abdou Mbow. Abdou Mbow, c'est pas un leader. Donc il a eu la chance. C'est tout. Alors, mais il a fait 2 ans, 2 mandats, 12 ans tout ça, c'est dans la liste nationale. Point final. Donc par les beaux yeux et la grâce de Macky Sall. C'est pour cela qu'il est devenu député 2 fois. Tout à fait. Mais Abdou Mbow à lui seul, Abdou Mbow ne va jamais se pointer sur la liste départementale. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base. Il habite à Thiès, mais on n'a pas vu réellement sa base politique. Il a toujours été décrié, toujours. Ok. Alors, on parle de faits réels, hein, sérieusement. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Ibrahim Mbodj, analyste politique. Alors, le cas d'Abdoul Mbaye également. Ils ont eu un seul député, Sénégal Kessé. Le leader passe, Thierno Alassane Sall. Abdoul Mbaye également. Quel est son avenir politique? Non, Abdoul Mbaye n'a pas d'avenir politique. Abdou Diouf, je suis désolé, quoi. Mais Abdoul Mbaye n'a pas d'avenir politique. Abdoul Mbaye n'est même pas un homme politique. À la limite, c'est un analyste politique, quoi. Il peut donner son avis sur la question politique, quoi. Décortiquer l'actualité politique, donner des esquisses de solutions. C'est possible. Il n'a pas l'ADN politique. Mais Abdoul Mbaye, c'est un technocrate. Abdoul Mbaye, c'est un technocrate. Abdoul Mbaye ne va jamais se battre. Est-ce qu'il descend sur le terrain? On ne l'a jamais vu sur le terrain. Non. Il fait des déclarations. Abdoul Mbaye ne connaît pas. Non, mais tu sais, la politique, c'est fatigant. Hein? C'est très difficile également. C'est fatigant, c'est endurant. C'est endurant. Il faut de l'endurance. Ah oui, il faut de l'endurance. Et il n'a pas il faut être apte. Et il n'a pas cet aspect-là. Non. Il n'a pas cet aspect-là, sérieusement. Abdoul Mbaye, à la limite, je te dis qu'Abdoul Mbaye, à la limite, c'est un analyste politique. Franchement. Il est bien de l'inviter dans un plateau de télé ou bien dans une radio où il va décortiquer l'actualité politique. Il va donner des solutions, des pistes de solutions, de réflexion, etc. quoi. Mais pour aller à la rencontre des Sénégalais, surtout les Sénégalais en profondeur, à l'intérieur du pays, Abdoul Mbaye n'est pas en mesure de faire ça, franchement. Par contre, Thierno Alassane Sall,
Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce Michel-là. Ouais. Et je pense que ce Michel-là, il a sa place à l'Assemblée. Et on a besoin de lui à l'Assemblée nationale. Il a fait des preuves. Hein. Non, il a sa place à l'Assemblée. Il a fait ses preuves. C'est un homme politique que je respecte. Pas d'invective, pas d'injures, pas de gros mots. Oui. Toujours des propositions, toujours des idées pertinentes. Toujours. Et il est véridique. Hein. Il est véridique, sérieusement. Ça, ce sont des qualités exceptionnelles. On a besoin de lui, honnêtement. Tout à fait. Très sincèrement. D'ailleurs, c'est ce qui lui a fait perdre son poste de ministre. Oui, tout à fait. En refusant, parce qu'il aime son pays, quoi. En refusant certaines propositions. Oui, de signer un contrat vraiment à l'encontre des intérêts du pays. Okay. Et c'est vraiment... Et ça, les Sénégalais ont retenu ça. Non, Abdoumbaye Thierno Alassane Sall, franchement, moi, c'est un homme politique que je respecte, honnêtement, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Tout à fait. Alors, pour les nouveaux entrants, pour la 15e législature, Birima Mangara, Tahirou Sarr, on l'a dit, Abdoulaye Sylla, Cheikh Oumar Anne, Anta Babacar Ngom et le juge Alioune Ndao font leur entrée. Alors, vous avez des analyses sur ça? Mais en fait, toutes ces personnalités-là, ce n'est pas des novices en politique. Hein. Peut-être le juge Alioune Ndao. Alioune Ndao, bon, je pense qui a été le grand procureur Alioune Ndao de la traque des biens mal acquis à l'Assemblée nationale. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, bon, il doit donner des propositions quand même, des propositions de loi assez intéressantes. Je pense que des profils comme ça, on en a besoin quand même à l'Assemblée, franchement. Surtout le vote sur le qui juridique là, comment on l'appelle encore, j'ai oublié. On doit normalement mettre en place une juridiction. Comment dire la haute cour de justice. La haute cour de justice. Okay, voilà, tout à fait. Merci. Il va donner son expertise pour ça. La haute cour de justice, parce que la haute cour de justice, c'est un juge professionnel. Je crois 7 députés. Qui vont installer, ils vont composer la haute cour de justice. Donc, la haute cour de justice se chargera de juger les ministres et le président de la République. Donc, c'est des privilèges de juridiction, quoi. Donc, Alioune Ndao, on aura besoin de lui dans ce domaine-là. Il vit son expérience. Oui, ça c'est vrai. Il se chargera même de décrire. De donner des orientations. Ce qui va composer, par exemple, la Cour de justice, tel fait, qu'on peut qualifier de, par exemple, haute trahison, etc. quoi. Ok. Alors, vu la nouvelle configuration de cette 15e législature, qu'est-ce qu'on attend de ces nouveaux députés? En fait, pour moi, les nouveaux députés, ce qu'on attend d'eux, d'abord de créer la rupture, quoi. Franchement. Il n'est plus question maintenant que toutes ces lois-là qui doivent passer comme lettres à la poste. Non. Il faut opérer une rupture. Il y a de ces lois, le député ne doit même pas avoir de gêne à dire que non, ces lois-là, on ne peut pas laisser passer ces lois-là. Ou bien un député ne doit pas faire n'importe quelle proposition de loi. Tu dois faire une proposition de loi qui, si le grand public l'entend, dira que vraiment, te t'honorera, quoi. Tout à fait. Franchement, là, ça mérite d'être érigé en loi. Mais pas la loi de la majorité, la loi de majorité mécanique, comme on disait d'habitude. Il faut que la rupture là soit opérée, quoi. Une bonne fois pour toutes. Qu'on sente que le Sénégalais sente que désormais, vraiment, il y a une rupture. Ces gens-là, ceux qui nous ont vendus, ils sont en train de le réaliser, de le matérialiser. Et ça, c'est très important. D'accord. Alors, maintenant, la toute dernière question, le dernier point. Parlons maintenant du poste du président de l'Assemblée nationale. Sonko doit l'être ou ne doit pas l'être? Quel est votre avis? Moi, franchement, quand j'entends des gens, que ce soit de la société civile, des hommes politiques, dire que Sonko doit aller à l'Assemblée nationale, mais je dis que ces gars-là, c'est comme s'ils ne réfléchissent pas. Mais Sonko, en tout cas, moi c'est mon opinion. Sonko, s'il va à l'Assemblée nationale, c'est parce que Sonko, il veut fuir. Moi, Sonko, sa place, c'est pas l'Assemblée nationale. Mais le projet, c'est Sonko. Oui. Le projet là.
Il doit être dans l'attelage gouvernemental. Sonko, c'est l'élément moteur, l'élément moral du projet. C'est lui qui porte le projet en sa personne. Donc Sonko doit rester au cœur du gouvernement. Tout impulser toutes ces réformes-là. Être là, présent, omnipotent, omniprésent. Contrôler le gouvernement, contrôler ses ministres, leur donner les impulsions, les orientations nécessaires pour arriver à bon port concernant le projet. Ça, c'est son rôle. Et il ne doit ménager aucun, je dis bien, aucun effort pour y parvenir. Parce que Sonko sera jugé. Il va à l'Assemblée nationale pour se réfugier là-bas, avoir son salaire, être derrière un pupitre pour taper. Vous avez la parole ou vous n'avez pas la parole. Ce qui ne l'honore pas du tout d'ailleurs. Moi, je suis tout à fait... Ça ne doit pas être son rôle. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ça, c'est pas du Sonko. Il doit être visible. Non, ça, c'est pas du Sonko. Il faut que être derrière un micro, avoir comme un juge pour taper sur la table. Vous avez la parole, vous n'avez pas la parole. Après la séance, il se retire, il va chez lui, il dort tranquillement, il a son fonds politique, il a son salaire. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Les Sénégalais ont besoin de Sonko au cœur de l'affaire. C'est tout ce qu'il a incarné. Dans la gestion des affaires courantes. Aller au charbon, expliquer aux Sénégalais, convaincre les Sénégalais, aller narguer l'opposition. C'est là du Sonko, c'est ce qu'on attend de lui, pas autre chose. Alors, votre appel est entendu. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Ibrahima Mbodj, analyste politique. Monsieur Mbodj, votre dernier mot? Bon, en fait, je salue tout le monde, tous les auditeurs. Bon, j'espère qu'on a été à la hauteur. Bon, c'est vrai, tout ce qui a été bien dit, bon, ça l'a été avec le bon Dieu. Le contraire, bon, vous savez que nous sommes tous des mortels. On est des humains, des mortels, donc on peut faire des erreurs. Et on s'en excuse, on demande votre pardon. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, sur la 98.7. C'était un grand plaisir. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Ibrahima Mbodj, analyste politique. Merci d'avoir suivi. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, au rédacteur en chef Moussa Niang, et la partie technique a été assurée par Ibrahima Diop. À dimanche prochain pour un autre numéro. Merci. Merci beaucoup.